Bonjour, c'est l'heure de la pause décoloniale. Vous êtes avec Rosie. Bienvenue dans cette émission, votre émission où les femmes du pays Kanaki, Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs parlent de décolonisation et d'émancipation. La Journée internationale des droits de la femme, comme chaque année, nous la célébrons le 8 mars. Et pour cette année, les Nations Unies ont décidé de mettre en lumière le travail des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive contre le changement climatique. Ainsi, le thème de cette édition 2022 est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. En cette journée, les rassemblements à travers le monde sont légion. Et le pays, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, n'a pas manqué cet incontournable rendez-vous de célébration. Une célébration qui nous rappelle que la lutte pour le respect des droits des femmes, sans distinction de couleur, au sein d'une société patriarcale, n'est pas une mince affaire. Le chemin est long. Et ce chemin est sans doute encore plus long et complexe pour les femmes kanak. Si leur rôle dans l'organisation sociale coutumière est complémentaire à celui de l'homme, leurs relations sont pourtant minées par des inégalités et sont marquées par des violences dont elles sont victimes. Au regard de ces éléments, la coutume fait l'objet de nombreuses critiques au sein même de la communauté, qui la perçoit alors comme contraignante et limitante pour l'exercice des droits des femmes kanak, dont la plupart relèvent du statut coutumier. Au programme de cette deuxième édition, discussion avec Françoise Caillard, son regard rétrospectif sur le féminisme kanak, ses réflexions de féministe décoloniale pour une société plus égalitaire respectant les droits des femmes et des enfants. La lecture d'Anaïs est la chronique littéraire d'une enfant du pays qui, depuis la Finlande, pays où elle réside actuellement, nous parle de l'œuvre de Françoise Bergès, une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Françoise Caillard, née Sipa, originaire de Négoné, militante engagée pour la décolonisation et l'indépendance de Kanaki Nouvelle-Calédonie, connue pour son militantisme et son engagement au service de la condition féminine, c'est une féministe dans l'âme qui, alors qu'elle n'était qu'adolescente, s'est intéressée au foulard rouge et a côtoyé des militantes connues qui se présenteront par la suite comme les précurseuses du féminisme kanak. Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Ma prise de conscience, c'était dans les années 69 pour être précis, 70, du temps des foulards rouges, où adolescente, j'ai pu participer, donc heureusement, à tous ces débats des jeunes qui arrivent de mai 68 et donc qui m'ont ouvert les yeux sur le système dans lequel nous vivons en tant que Kanak, en tant qu'autochtone. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic qui a fait aujourd'hui que je sois dans un parcours de militante féministe. À ce moment-là, on parlait pas trop de droits des femmes, hein. C'est plutôt une recherche d'abord de la dignité de Kanak, qu'il soit homme ou femme. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes comme Dewe Gorodé, comme Manoa Mossé, Wayagui enfin, beaucoup de femmes étaient dans la mouvance, je dirais, des foulards rouges, dans la dynamique du travail des foulards rouges, qui à ce moment-là menaient des actions, soit de terrain, mais aussi de communication, comme un journal qui s'appelle Le Réveil Kanak. Et bien, les femmes étaient très très actives à l'intérieur de ce travail-là. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que dans les espaces de débat, et bien, j'ai pu voir Dewe Gorodé, par exemple, qui était assise avec les hommes, hein, le grand chef Indoche et puis tous les autres qui débattaient sur la problématique de la colonisation ici au pays, quoi. Et donc pour moi, oui, je voyais des femmes déjà engagées, on va dire ça comme ça, mais pas forcément sur les droits des femmes en tant que telles, mais plutôt sur les droits de l'homme kanak, de l'homme avec un grand H.
Bien qu'actives au sein du mouvement, les militantes étaient bien conscientes que la parole était une prérogative masculine. Rares étaient les occasions où les hommes les invitaient à se joindre à des cercles restreints de dialogue. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait très peu de femmes qui allaient s'asseoir voilà, aux côtés des hommes qui débattaient, quoi. Elles étaient là un peu en arrière-plan, voyez. Mais par contre, Dewey m'a dit que lors d'une réunion, moi j'étais pas, elle était un peu en arrière-plan comme ça, et puis les hommes étaient assis, discutaient, voilà, ça chauffait dans le cerveau. Et il y a un vieux de Marais, un monsieur Mahé, qui est allé chercher une chaise, qu'il a mise voilà où il y a les hommes qui étaient en cercle et qui a invité Dewey à s'asseoir au même niveau que les hommes dans le grand chef. Ça l'avait surprise quand même parce que c'était un milieu où effectivement, même si les femmes elles avaient leur mot à dire, mais c'était à ce moment-là, en plus il y avait le grand chef, donc tous les hommes étaient assis autour et ça discutait. Et là, Owatera l'a invité à venir s'asseoir au côté. Dewey Gorodé et Suzanne Oneil avaient initié le débat sur l'intégration de sections féminines au sein des partis politiques nationalistes. Malheureusement, la démarche n'avait pas trouvé écho. En 1981, Suzanne Oneil décida alors de rejoindre des femmes de la tribu de Saint-Louis pour constituer une organisation autonome, indépendantiste et féministe, le groupe de femmes Kanak et exploitées en lutte, le GFKEL. Pour le GFKEL, les femmes Kanak devaient lutter non seulement contre la domination coloniale, mais également contre la domination patriarcale. La lutte pour l'émancipation des femmes devait se faire aussi dans le mouvement nationaliste. Propre environnement familial, on voit quand même qu'il y a des disparités, hein, parce qu'on a plusieurs exemples autour de nous où les femmes voilà, subissent des violences. Il y a pas mal quand même de discrimination. On ne peut pas se fermer les yeux sur les rapports de domination de l'homme. Je pense qu'au sein de ma société, il y avait effectivement des discriminations. Je ne peux pas dire que c'est la société idéale, mais elle a été aussi bousculée. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont rentrées dans la société qui ont fait que les rapports hommes-femmes ont été complètement déséquilibrés. Donc forcément qu'il y a des discriminations dans les droits, notamment dans la garde des enfants, dans les violences qui sont faites aux femmes, mais pas que dans notre société. C'est pour ça que moi je dis, c'est pour ça que moi les coloniales, c'est aussi de faire son autocritique à l'intérieur de sa propre société, parce que quand aujourd'hui on voit que la société kanak, elle est entre guillemets, elle est aussi institutionnalisée. Il y a qu'à voir le Sénat, les enfin, voilà. Donc ce n'est plus, c'est pas la société kanak traditionnelle telle qu'on l'a vécue. C'est une société kanak qui commence à évoluer dans la modernité. Et pour moi, je pense que c'est là-dedans qu'il y a qui mérite d'être bien réfléchi, parce que c'est très lent à expliquer. Pour moi, je pense que le patriarcat, il s'est amplifié par l'institutionnalisation de l'identité kanak. Le Sénat coutumier, créé en 1998 par l'accord de Nouméa et par la loi organique en 1999, a pour mission de porter la parole coutumière dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Il est également présenté comme étant institutionnellement le gardien et le défenseur de l'identité kanak, dont il assure la représentation dans divers domaines. Dans le cadre des travaux relatifs au socle commun des valeurs kanak lancés en 2013, le Sénat coutumier, après de longs travaux participatifs, proclamait le 26 avril 2014 la Charte des valeurs du peuple kanak, document qui pose les fondements de l'identité kanak et dont certaines dispositions posent débat, notamment en ce qui concerne la définition du statut de la femme. Et ouvertement, la charte dit que la société kanak est patriarcale. Alors, ça me fait poser quand même quelques questions, parce que je sais pas tout comment on peut interpréter ça. Je pense que la société kanak est clanique. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est patriarcale dans le sens de rapport homme-femme? Je pense que c'est plutôt les clans entre eux qui se complètent. Après, à l'intérieur de ce clan, il y a des hommes et des femmes qui vivent leur quotidien. Est-ce qu'il y a un rapport de domination à l'intérieur de
ce rapport homme-femme. Je pense qu'on va dire que je ne sais pas si c'est vraiment domination qu'il faut le mettre ou si c'est un rapport déséquilibré entre l'homme et la femme pour des raisons X. Voilà, il y a toujours des problèmes de couple. Par contre, le système patriarcal en lui-même, je ne sais pas si la question que je me pose, est-ce que le monde kanak est patriarcal? Je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par patriarcat, parce que le patriarcat résulte d'une construction sociale. C'est un système politique, donc économique, fondé sur le pouvoir, la domination des hommes sur les femmes. Or, quand on observe l'organisation de la société kanak, eh bien, on constate que celle-ci n'est pas centrée sur l'initiative et le développement individuel, mais sur la recherche du consensus à l'intérieur du clan. Et le consensus, ben voilà, c'est à partir des échanges entre les hommes et les femmes qui sont dans le clan, quoi. Mais ça, contrairement au système moderne où l'individu est la règle. Et nous, c'est le clan de la société. Moi, j'ai tendance à dire que le patriarcat n'est pas en rapport avec les Kanaks. Par contre, la société clanique, oui, c'est une société clanique. Les individus, après, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer en tant que, comment dire, féministe décoloniale, et je suis pas très bien comprise. Exact. Parce que en disant la société patriarcale, ça donne quand même, à mon avis, hein, mais c'est discutable, ça donne plein pouvoir aux hommes. La preuve, le Sénat coutumier, il est composé que d'hommes, quoi. Alors que c'est censé être un Sénat ouvert où on parle des identités kanak pour faire évoluer dans la société moderne. Et ben, femmes elles sont concernées, que je sache qu'il n'y a pas de femmes, quoi. Tel que c'est écrit, là, vous dites bien que ça peut faire référence de documents juridiques pour établir des lois, ben, la question, elle se pose quand même, parce que quand on écrit à l'intérieur de cette charte que la femme est au service, moi, je pense qu'elle est actrice. Moi, je suis pas entièrement satisfaite par rapport à ce bémol-là. Et d'autant plus que l'État, tout ça, enfin, tous les décideurs et même l'État, ils s'appuient sur cette idée-là de Kanak où c'est l'homme qui a le privilège, quoi, qui détient tous les privilèges. Donc, du coup, voilà, l'État, l'accord d'Nouméa, etc., n'a pas fait référence aussi au poids des femmes. Hein. C'est une question de mentalité parce que ça évolue pas beaucoup. Faire évoluer les mentalités, lutter pour une meilleure représentativité au niveau des institutions, un combat de plus pour les femmes, toutes ethnies confondues d'ailleurs. L'extension en 2004 de la loi sur la parité avait fait bondir une jante politique masculine locale, tous bords confondus, qui s'était ouvertement opposée, arguant des arguments faussement culturels, mais plutôt misogynes. Chez nous, les femmes ne s'intéressent pas aux affaires publiques, disait Rocco Mitan dans l'Express du 5 novembre 1998. Depuis la parité en 2000, quand en France, les femmes elles ont commencé à revendiquer leur droit de participer à la vie politique, donc elles ont exigé la parité, etc. Et nous ici, on a bougé aussi, on s'est dit aussi, il faut qu'on y soit en tant que femme calédonienne, femme kanak. Et là, il y a eu des amendements de la part aussi bien de la droite que du FLNKS pour bloquer la parité, quoi, en Nouvelle-Calédonie, l'application de la loi sur la parité. Ah bon? Faut quand même se rappeler de ça, oui. Il y a eu un amendement, je vais le citer, c'était monsieur le sénateur Le Vote à l'époque, qui avait mis un amendement disant que les femmes kanak n'étaient pas prêtes. Et puis ensuite, il y a eu, moi j'ai toujours le courrier du FLNKS signé par monsieur Toro, disait que j'ai le courrier, hein, je n'invente pas, en disant que la parité telle que c'est appliquée, eh bien, ça risque en quelque sorte. C'est-à-dire que la loi est obligatoire, on va dire, depuis 2000, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Mais il a fallu qu'ici, on se batte. Il a fallu que les femmes descendent sur le terrain. Nous, on a recueilli des milliers de pétitions pour dire que les femmes, elles sont prêtes. Et ensuite, et c'est à ce moment-là qu'on a créé les femmes en colère. Hein, c'était la première. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a
recueilli des milliers de signatures qu'on a donné à Monsieur Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là, et qui s'est battu, qui a défendu notre cause à l'Assemblée nationale pour que enfin la parité elle soit appliquée ici au pays aussi, parce qu'il y avait un peu plus partout, de la part des hommes politiques. Mais je disais que la loi sur la parité n'est pas applicable partout, malheureusement, et c'est notre combat, mais elle est applicable au niveau du Congrès, des provinces, des mairies, etc. Maintenant, là où il n'y a pas l'obligation de parité, des hommes en profitent pour exclure les femmes. Donc, le CESE, le gouvernement de Calédonie, et donc, je finis juste ça parce que c'est très important, me semble-t-il, c'est que les partis politiques, ils sont tous pratiquement, je crois que c'est en dehors de Madame Banquet, je crois, sont tous pratiquement dirigés par des hommes. Les comités, les COMEX, là, les comités d'exécutifs, là, de décision, hein, quand ils font des congrès, puis après il y a des instances de décision, eh bien c'est pratiquement que des hommes. Donc c'est les hommes en quelque sorte finalement qui ont pris pouvoir, qui ont séquestré la parité, quoi, parce que en fait, ça dépend d'eux, le fait de nommer qui doit aller en parité. N'en déplaise aux patriarches endurcis, aux misogynes, aux sexistes, et j'en passe, la femme kanak est pleinement disposée à défendre ses droits pour aujourd'hui. On a commencé, il y a des balbutiements, je dirais, pour les femmes, hein, de statut coutumier en particulier, de statut de droit civil coutumier. Je crois que c'est là où il va falloir faire un gros travail en espérant avec le Sénat coutumier. Et parce que, oui, il y a beaucoup des choses qui ne sont pas réglées, on va dire ça comme ça, notamment pour ce qui est de la garde des enfants, les allocations, enfin, les logements, la terre, le foncier, quoi. Ou alors celles qui ont tout construit chez le mari et puis finalement, au bout d'un certain temps, ils se séparent et puis que elle part sans rien, quoi, alors qu'elle avait quand même participé à la vie du foyer et du clan. Donc, quelque part, ça serait aussi une idée de travailler sur comment l'indemniser, en tous les cas, de tout ce qu'elle a apporté, comme s'il y a une voiture, maison ou végétaire ou autre, quoi. Elle ne peut pas partir comme ça, juste avec un sac, surtout si elle a 50 ans et pour qu'elle aille se trouver refuge ailleurs, sans rien. Et puis voilà, alors dire que les droits des femmes kanak sont avancés, moi j'ai une crainte parce que j'ai l'impression qu'avant que le droit coutumier passe à l'écrit, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus accessible avec les personnes, enfin, les autorités coutumières. Donc c'était beaucoup plus accessible que maintenant avec les. Mais il faut faire en sorte de prendre le temps d'inclure tout le monde, c'est-à-dire les femmes et les enfants. La vision, elle reste uniquement sur comment préserver l'homme dans le clan. C'est que la décolonisation passe aussi par le fait d'inclure les femmes dans ce processus qu'on appelle le processus de décolonisation, mais d'inclure les femmes véritablement, c'est-à-dire en tant que citoyenne. Enfin, aussi, on a l'impression que tout est parfait alors qu'il y a énormément de choses à faire en tant que citoyenne, mais aussi en tant que femme kanak de statut de droit civil coutumier, parce que là-dedans, effectivement, il y a des soucis, il y a des soucis de considérer la femme de statut coutumier comme étant seulement tel que c'est écrit dans la charte au service du clan, mais ce qui manque, c'est que c'est pas au service du clan, c'est pas une serviteuse, comme on dit, voilà, elle est surtout actrice de développement au sein de ce clan pour faire donc en sorte que tout va bien au niveau du clan, de la chefferie et de la nation Kanaki, quoi. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes soient entièrement incluses dans tous ces systèmes d'organisation pour le pays.
Merci à Françoise Caillard, militante engagée depuis plusieurs années dans la lutte pour le respect des droits des femmes, qui sont en fait des droits humains. Alors avec elle, nous avons abordé les débuts de son engagement, à suivre le combat des foulards rouges, tout en étant conscient des limites de la liberté de la femme au sein du mouvement nationaliste. Nous avons parlé des précurseuses du féminisme kanak en la personne de Dewe Gorodé et Suzanne Ouney, qui ont initié le débat sur l'égalité homme-femme comme incontournable dans la lutte pour l'indépendance. Suzanne Ouney et un groupe de militantes du Sud ont d'ailleurs fondé le GFKL en 1981 pour militer non seulement contre la domination coloniale, mais également contre la domination patriarcale. Nous avons également abordé la question de la représentativité institutionnelle. D'une part, la loi sur la parité votée en 2004 a bousculé les mentalités des personnalités masculines du pays qui voyaient d'un mauvais œil l'implication des femmes dans les affaires publiques. D'autre part, l'obligation de la parité qui ne s'applique pas à toutes les institutions et dans toutes les sphères. Il serait opportun d'étendre cette obligation, notamment au Sénat coutumier, qui est également une institution du pays. Alors pour votre information, cette discussion a été complétée par des informations tirées de l'article de Christine Salomon intitulé 4 décennies de féminisme kanak, publié en 2017 dans la revue Mouvement et disponible en ligne sur le site kern.info si vous souhaitez le lire. En parlant de lecture, on retrouve la lecture d'Anaïs, chronique littéraire d'une enfant du pays, étudiante en Finlande. Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis du pays, mais je vis depuis quelques années en Finlande, où je termine une thèse de doctorat. L'équipe de la pause décoloniale m'a demandé de venir présenter des livres sur les sujets qui nous intéressent dans l'émission. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des luttes des femmes qui a eu lieu mardi, je vous propose de nous pencher sur le dernier livre de la politologue et militante féministe décoloniale réunionnaise Françoise Vergès, qui s'intitule « Une théorie féministe de la violence » pour une politique antiraciste de la protection, publié aux éditions La Fabrique en 2020. Dans cet ouvrage, Françoise Vergès nous propose de sortir d'une image binaire de la violence qui est illustrée par, d'un côté, des hommes bourreaux et de l'autre, des femmes victimes, en montrant notamment comment la violence n'est pas seulement le résultat de la domination masculine, mais, je la cite, d'un système qui fait de la violence un mode de vie et d'existence, qui l'institue comme seul mode de relation. Plutôt que de criminaliser certains hommes, elle nous invite à contextualiser les violences sexistes et sexuelles dans l'histoire de l'impérialisme, du capitalisme et du racisme. Cela passe par une mise en lumière du fait que l'État joue un rôle majeur dans l'organisation et la perpétuation des violences contre les femmes, les pauvres et les personnes racisées. Et ce en tant qu'institution économique et politique qui produit et reproduit les oppressions et exploitations impérialistes, patriarcales et capitalistes, à travers notamment des politiques de précarisation, d'épuisement des corps, de la terre et des mers. À travers son argument, Françoise Vergès nous encourage à ne pas accepter le discours étatique des violences faites aux femmes. Elle nous pousse à élargir notre compréhension de la violence. Elle parle par exemple des inégalités dans l'accès à l'eau, au savon, à l'habitat écologique, comme de la violence perpétrée par l'État dans sa non-redistribution des ressources. Elle écrit « S'attaquer aux violences contre les femmes, c'est s'attaquer à la violence de l'État et du capitalisme qui maintiennent l'impunité des violences contre les femmes et les racisés. » Le confinement a rendu visible, s'il le fallait, le fait que la maison n'est pas un refuge. Dans tous les pays, il y a eu une augmentation des appels signalant les violences. Mais si ces violences peuvent se dérouler dans n'importe quelle maison, bourgeoise ou pauvre, les habitats des classes populaires, mal construits, étroits et laissés à l'abandon par les pouvoirs les accroissent. Françoise Vergès propose un féminisme décolonial qui n'isole pas les violences faites aux femmes d'un état global des violences que l'on peut retrouver dans les guerres, l'usage des viols par les policiers et militaires dans les conflits armés, qui inclut le viol des hommes et des garçons, les suicides des jeunes réfugiés ou des jeunes autochtones, le racisme systémique, les féminicides, les situations d'exil dues à l'exploitation des terres, l'occupation militaire, les changements climatiques, etc. Donc les violences sexistes et sexuelles sont donc une partie de ces violences
et doivent être comprises et traitées en relation à cette violence globale. Une partie de l'argument de Françoise Vergès, c'est la critique du recours à la police et à la judiciarisation des problèmes sociaux, donc du recours au système pénal pour protéger les personnes dites vulnérables. Donc avec cet ouvrage, elle tente d'imaginer une société post-violente qui pour elle n'est pas une société sans conflit ou sans contradiction, mais une société qui ne naturalise pas la violence, qui ne la célèbre pas et qui n'en fait pas le thème central de son écrit sur le pouvoir. Par exemple, on peut voir une célébration et une naturalisation de la violence dans les discours et représentations médiatiques et politiques de l'occupation de l'Ukraine par la Russie actuellement. Un autre point important du livre repose sur le fait que ces dernières années, on observe une multiplication des mesures de lois et de déclarations sur la protection des femmes et des enfants qui sont introduits en même temps qu'une précarisation, une vulnérabilisation et une augmentation de la violence contre les femmes et les enfants. Pour Françoise Vergès, ce n'est pas un paradoxe, mais le résultat de choix politiques de l'État qui tracent des frontières entre les femmes qui ont le droit à la protection, et ce sont souvent les femmes blanches, bourgeoises des pays nord, et les femmes qui sont exclues de la protection. Et ce sont souvent les femmes pauvres, racisées, les femmes autochtones, et qui tracent des frontières entre les enfants qui ont le droit à l'enfance et les enfants dont l'enfance est criminalisée. Elle parle notamment de ces enfants que la police et le tribunal appréhendent comme des adultes, qui sont souvent exclus du système éducatif, ces jeunes adolescents qui doivent prouver leur âge pour être considérés comme mineurs. Cela fait notamment écho aux discours racistes et coloniaux autour de la délinquance que l'on retrouve dans beaucoup de pays par rapport aux jeunes hommes et garçons racisés et autochtones, et notamment au pays. Par exemple, en 2020, les enfants aborigènes et Torres Strait Islander en Australie avaient 17 fois plus de chances d'aller en prison que les autres enfants, des prisons où ces mêmes jeunes sont maltraités et violentés par les gardes. Elle fait donc référence à une politique de protection de l'État, raciste et patriarcale, qui repose sur une distinction entre celles et ceux qui ont le droit à la protection et celles et ceux qui n'y ont pas droit. Le livre est riche en exemples et internationaliste par son approche. Il met en relation diverses luttes sociales féministes, antiracistes, anticoloniales, anticapitalistes dans différents contextes géopolitiques et à différents moments de l'histoire, afin de démontrer ce rapport à la violence qui est soutenu et nécessaire au capitalisme, mais aussi afin de mettre en lumière la façon dont les communautés les plus touchées s'organisent et résistent ces violences et leur mort prématurée. Ce livre intervient dans un contexte où les violences sexistes et sexuelles sont détachées de leur contexte économique et social, et ce même par des militantes féministes. Elle note notamment que l'appellation du 8 mars, comme Journée des droits des femmes, efface le caractère révolutionnaire historique d'une journée internationale des luttes des femmes. Donc pour elle, le prisme du droit des femmes est respectable et convenable car il ne s'attaque pas au capitalisme, mais plutôt à une forme de patriarcat machiste et rétrograde qui n'est que, si on veut dire, la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que l'approche du droit des femmes est une version dépolitisée des luttes des femmes qui ne s'attaquent pas aux racines de cette violence. Pour finir, pour Françoise Vergès, il faut s'organiser auprès de celles et ceux qui n'ont rien à perdre. Et pour finir cette chronique, je la cite, « Il faut exiger de l'État ce qu'il nous doit, mais en restant autonome. Poser nos conditions quand nous conversons avec les institutions. Mettre le feu, mettre le désordre, s'éduquer collectivement. Éducation, éducation, éducation. Être solidaire de toutes les luttes de libération. Entretenir l'amitié et l'amour révolutionnaire. » Merci à Anaïs pour cette découverte littéraire qui nous donne vraiment envie de nous procurer ce livre, notamment parce que les problématiques abordées résonnent avec notre réalité au pays. Et si on suivait la proposition de Françoise Vergès de sortir de l'image binaire de la violence et de contextualiser celle-ci dans ses origines. Concernant le pays, par exemple, comprendre et analyser les violences intrafamiliales, notamment chez le peuple kanak, sous l'angle des effets de la colonisation et de ses formes d'évolution. Et surtout, ne pas oublier d'intégrer dans cette analyse le rôle de l'État.
Enfin, si je me fie à la critique de Françoise Vergès sur l'intitulé de la journée du 8 mars, on devrait donc nommer celle-ci la journée des luttes pour les droits des femmes et non la journée des droits des femmes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à notre invitée Françoise Caillard. Merci à l'équipe de la Pause décoloniale, contributrice et chroniqueuse. Prochain rendez-vous le jeudi 24 mars à 13h30 sur le canal K. À bientôt.